Dans le dernier épisode, SpaceX a entamé le démantèlement du pas de tir numéro 1, le réservoir test 39.1 a été assemblé dans le Mega Bay numéro 2, 2 sections supplémentaires ont été ajoutées au Ship 39 en cours de construction, et SpaceX a aussi assemblé le tout premier booster V3 dont la campagne de test est imminente. Bienvenue pour cette nouvelle Starship Update, l'émission qui vous résume toutes les actualités du projet Starship. Allez, salut à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et surtout de répondre toujours aussi nombreux présents pour ces rendez-vous. Sans plus tarder, on reprend donc le fil de notre aventure en commençant par le site du Kennedy Space Center. Sur les réseaux, lundi 17 novembre, Kiko Donchev a partagé pour nous 2 images inédites du transfert et de l'installation de la table de lancement sur le pas de tir 39A. Alors pour rappel, la table a quitté le site de Roberts Road il y a 2 semaines, le 4 novembre dernier, avant d'être installée 24 heures plus tard sur le pas de tir du Kennedy Space Center. Sur X, le vice-président chargé des opérations de lancement du Starship a publié cette superbe photo prise depuis la tranchée du pas de tir 39A dont le chantier progresse rapidement. Entre-temps, sur le port du site du Kennedy Space Center, une livraison intéressante a été repérée par les caméras de la chaîne NASA Spaceflight. On voit ici de nouveaux échangeurs de chaleur être déchargés sur les quais du port. Surnommés les hippopotames par la communauté, ces pièces servent notamment à refroidir les ergols du Starship et sont probablement destinées au chantier du pas de tir 39A. Alors pour les plus anciens d'entre vous, j'avais expliqué déjà le fonctionnement de ces fameux échangeurs de chaleur dans l'épisode numéro 8, sorti, tenez-vous bien, le 29 octobre 2021, et oui, ça date. À l'époque, SpaceX venait de terminer la campagne des vols atmosphériques des prototypes SN, on suivait aussi l'assemblage du Ship 21, et le Super Heavy n'existait qu'en rendu 3D avec des grilles fines pliables et des pieds pour atterrir. À cette époque, sur le site de lancement, les ouvriers entamaient à peine la construction du pas de tir numéro 1. Sur le site de lancement, justement sans surprise, le démantèlement de l'OLP avance à vitesse grand V. Depuis le dernier vol test réalisé le 13 octobre dernier, on est passé de ça à ça, ou encore de ça à ça. Et oui, on le sait, si SpaceX est en général très rapide pour construire, l'entreprise d'Elon Musk est encore plus efficace quand il s'agit de tout détruire. Après avoir démantelé la partie supérieure de l'anneau interne de la table de lancement, SpaceX est attaqué à la section inférieure pour libérer une à une les jambes du pas de tir devenu obsolète. Les équipes en charge de ce chantier titanesque ont ensuite utilisé une pelleteuse pour retirer les protections des conduites d'oxygène et de méthane liquide. Dimanche 16 novembre, l'un des 2 escaliers d'accès à la coursive a ensuite été détruit et les ouvriers ont ensuite fait chuter le tout premier pied de l'OLP. 2 jours plus tard, un second pilier de l'OLP a été mis à terre, toujours en suivant la même méthode. L'acier à l'avant du pied est d'abord découpé pour former une sorte d'encoche. Une pelle mécanique équipée d'un marteau perforateur vient ensuite retirer une bonne partie du béton porteur. Une autre encoche est ensuite créée à l'arrière, cette fois-ci pour enlever une partie du béton sur la face interne du pilier. Puis la pelleteuse passe à l'action en poussant le pilier affaibli vers le centre du pas de tir. Entre-temps, sur la tour de lancement numéro 1, SpaceX prépare aussi l'opération des bras de la toute première tour Mechazilla construite à Boca Chica. Dans la nuit du 18 au 19 novembre, les ouvriers ont retiré l'un des rails d'atterrissage des chopsticks, probablement pour permettre la découpe prochaine de l'extrémité de ces 2 baguettes. Objectif, raccourcir les bras pour configurer et mettre à jour la tour numéro 1 en calquant l'architecture du pas 2. De retour sur l'OLP, et toujours en utilisant la même méthode, mercredi 19 novembre, 2 pieds supplémentaires ont été abattus par SpaceX. À ce rythme, j'en suis certain, la table de lancement aura complètement disparu lors de la sortie du prochain épisode. Une fois que les 6 pieds seront à terre, il faudra ensuite retirer les déviateurs de flammes installés à la base des supports avant de découper le pancake d'acier de la fameuse Stardouche. Pour limiter l'érosion de l'acier sur la nouvelle table, un système similaire équipe déjà le pont supérieur de la table de lancement numéro 2.
On passe au chantier du pas de tir numéro 2 où le travail se poursuit pour pouvoir tester au plus vite le premier booster V3 dont le tout premier exemplaire porte le numéro de série B18. Mercredi 12 novembre, un convoi a livré les 2 derniers capots de protection sur le site de lancement. Une fois installé, SpaceX pourra passer au test complet de sa nouvelle table de lancement avec à la clé la toute première activation du déluge intégré à son pont supérieur. 24 heures après l'arrivée des 2 pièces, l'une des grues du site de lancement est passée à l'action pour compléter le bouclier du bras cryogénique chargé de ravitailler le booster en oxygène liquide. Le lendemain, vendredi 14 novembre, un autre convoi a livré cette fois-ci un vérin, probablement dédié au chantier du pas de tir numéro 2. En effet, il sera probablement installé au niveau du 5e étage de la seconde tour de lancement de la Starbase et il servirait à écarter du lanceur le bras de ravitaillement du second étage du Starship lors des lancements. Un petit peu plus tard dans la soirée, toujours le vendredi 14 novembre, SpaceX a aussi installé le second capot sur la table de lancement numéro 2. La pièce est venue compléter les protections du deuxième bras de ravitaillement du booster Block 3, cette fois-ci dédié au ravitaillement en méthane liquide. Pour finir, c'était dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19, le Quick Disconnect Arm de la tour numéro 2 a enfin quitté le site de production. Et on le sentait venir avec la sortie de ce vérin dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Ça fait 2 longs mois que le bras de ravitaillement du second étage était en travaux sur le site de Sanchez, et la pièce est donc visiblement enfin prête à être installée sur la seconde tour de lancement de Boca Chica. Une fois équipé de son extension et du panneau de déconnexion rapide, le bras servira à ravitailler en ergol le second étage du Starship V3, dont le tout premier modèle porte le numéro de série S39. D'ailleurs, le prototype vient de recevoir sa dernière section dans le Mega Bay numéro 2, mais ça, vous le verrez, on en reparlera en fin d'épisode. Entre temps, toujours sur le pas de tir numéro 2, sachez aussi que SpaceX a effectué de nouveaux tests. Et oui, mercredi 12 novembre, peu avant 17h heure locale, SpaceX a effectué un énième test du déviateur de flamme du pas de tir numéro 2. Un petit peu plus haut au centre de la nouvelle table, les ingénieurs poursuivent aussi le calibrage des pinces de maintien qui accueilleront bientôt le booster B18. Il servira à valider les installations sol et à tester le tout premier Super Heavy Block 3. Pour rappel, SpaceX a construit un instrument sur mesure pour étalonner les 20 bras rétractables du nouveau pad et simuler le poids du Starship avant son lancement. Livré puis installé le 7 novembre dernier sur la table de lancement, cette machine surnommée Ibuprofen par SpaceX a été repositionnée à plusieurs reprises pour tester différents groupes de pinces. Au moment où j'écris ces lignes, les tests se sont visiblement bien passés et sont terminés, puisque l'énorme machine de calibrage a été retirée du centre de la table de lancement numéro 2. Comme d'habitude, sans perdre plus de temps, SpaceX a ensuite rapatrié la machine sur le site de production où le constructeur prépare la sortie du tout premier booster V3, on en reparle aussi dans quelques instants. Entre-temps, vendredi 14 novembre, le constructeur a aussi de nouveau testé le déluge d'eau installé dans la tranchée du pas de tir numéro 2. Dans quelques mois, voire quelques semaines, qui sait, il sera mis à rude épreuve lorsque le Super Heavy B18 allumera pour la toute première fois ses 33 Raptor V3. Allez, on continue notre tour des actus en partant cette fois-ci sur le centre d'essai de McGregor où, en plus d'y tester les boosters de la fusée Falcon 9, SpaceX poursuit aussi les mises à feu statiques du fameux Raptor 3. Depuis le dernier épisode, 4 nouveaux moteurs ont été aperçus à peu près tous les 4 jours. À ce rythme, SpaceX semble donc sortir d'usine en moyenne un Raptor V3 chaque jour. Vendredi dernier, un nouveau record a été battu avec l'apparition du numéro de série 64, record très vite battu 4 jours plus tard avec la sortie des moteurs 65, 66, 67 et du numéro de série 68. Entre-temps, le constructeur continue aussi de tester les limites du Raptor V3. Le 14 novembre dernier, l'explosion d'un prototype a été filmée par les caméras de la chaîne NASA Spaceflight, sans qu'on ne sache vraiment si elle était accidentelle ou bien volontairement provoquée par les ingénieurs. Quoi qu'il en soit, espérons que l'intégration de la nouvelle génération de moteurs au Starship se déroulera sans accroc, car le Starship Block 3, on le sait, a du pain sur la planche. Après l'atterrissage historique du premier booster de la New Glenn, la pression monte pour SpaceX qui fait décidément face à un sérieux concurrent, Blue Origin.
On souhaite bonne chance aux deux entreprises en espérant que cette concurrence privée aide la NASA à rattraper très vite son retard sur le calendrier du programme Artemis. Toujours dans les actus de ces 10 derniers jours, selon une newsletter publiée sur le site Politico Pro Space, SpaceX aurait enfin partagé un nouveau calendrier dans le cadre de la mission Artemis. Aux dernières nouvelles, l'entreprise d'Elon Musk espère effectuer un premier test de remplissage en orbite en juin 2026, suivi de l'atterrissage d'un premier prototype sans équipage 12 mois plus tard. Selon le nouveau planning, les premiers astronautes américains à retourner sur la Lune poseraient donc leurs bottes à la surface de notre satellite en juin 2028, pas plus tôt. Dans son article, la journaliste Audrey Decker ajoute aussi que ce nouveau calendrier reste optimiste vu la taille et la complexité du HLS de SpaceX, une réserve justifiée que j'ai tendance à partager moi aussi avec la journaliste américaine. On le sait, dans le spatial et particulièrement avec le Starship, malgré les progrès impressionnants faits par SpaceX, il faut savoir s'armer de patience. Et si vous suivez ce projet comme moi depuis quelques temps, vous savez aussi que le chemin est long et souvent parsemé d'embûches et de contretemps, comme on l'avait vu en juin dernier avec l'explosion du Ship 36 sur le site de test de Massey. En parlant du site de Massey, le 12 novembre dernier, le photographe de la chaîne What About It a repéré pour nous un SPMT, donc une remorque autopropulsée, en route vers le centre de test de la Starbase, un signe qui annonçait l'imminence d'un transfert vers le site de production. 24 heures plus tard, c'était confirmé, SpaceX a transféré le simulateur de poussée dédié à la validation structurelle des ships, le second étage du Starship. Le banc d'essai a quitté l'ancien stand de tir reconverti en centre de test dédié au développement du Starship. Comme prévu, le simulateur de poussée a rejoint le site de production où il pourrait bientôt recevoir un nouveau prototype, probablement un réservoir test qui servira à valider l'architecture du Ship Block 3. Vendredi 14 novembre, toujours sur le site de Massey, le réservoir B18.1 a aussi effectué un nouveau test de remplissage à l'azote. Les ingénieurs effectueront un second test cryogénique du prototype 24 heures plus tard seulement. Dans la nuit du 15 novembre, un autre banc d'essai a quitté le centre de test de Massey. Il s'agissait cette fois-ci du simulateur de poussée qui sera utilisé pour les tests cryogéniques des boosters V3, en commençant par le prototype B18. Le transfert du banc d'essai coïncide avec l'assemblage récent du booster 18 qui pourrait donc sortir prochainement d'usine pour rejoindre le site de Massey. Pour finir, lundi 17 novembre, sachez aussi que SpaceX a effectué le 7e test de remplissage à l'azote du réservoir B18.1. Une fois sa longue campagne de tests terminée, le réservoir sera rapatrié sur le site de production. Après avoir terminé l'assemblage du booster 18, SpaceX continue le travail sur le tout premier Ship V3, le prototype S-39. Après l'installation des 4 descentes de méthane du prototype, on avait suivi ça ensemble dans le dernier épisode, l'atelier mobile dédié à cette étape est retourné dans la Star Factory pour préparer l'assemblage du prototype suivant, le Ship 40. Quelques jours plus tard, samedi 15 novembre, la dernière section du S-39 a fait sa sortie d'usine. Vers 20h heure locale à Boca Chica, la section de poussée du S-39 a quitté la Star Factory pour rejoindre le Mega Bay numéro 2. Pour préparer le Ship 39 à être empilé à sa jupe, le pont roulant a soulevé le fuselage du S-39, révélant au passage les entrailles de son réservoir d'oxygène. Sur cette photo prise par la chaîne NASA Spaceflight, on distingue les 4 descentes de méthane du Ship ainsi que la conduite d'ergol reliée au réservoir d'atterrissage du prototype. Rattaché à sa section de poussée, le fuselage du S-39 et sa dernière section ont ensuite été placés sur un atelier pour y être soudés et conclure ainsi l'assemblage du tout premier Ship Block 3. Le Starship 39 devra ensuite recevoir ses ailerons et passer par la case Massey pour y effectuer plusieurs tests de remplissage à l'azote avant de recevoir les 6 moteurs V3. Pour faciliter l'installation des moteurs Raptor sur les futurs ships produits à la Starbase, le 14 novembre dernier, SpaceX a aussi installé 2 nouvelles plateformes de maintenance sur l'un des ateliers moteurs du Mega Bay numéro 2. Pendant ce temps-là, sur le chantier du Giga Bay, les ouvriers ne se tournent pas les pouces, bien au contraire. Le 9 novembre dernier, l'une des grues à tour dédiée à l'assemblage du nouveau bâtiment a visiblement subi une anomalie pendant quelques heures. Rien de bien grave, heureusement, le problème a très vite été réglé et la structure du Giga Bay continue de s'agrandir à vue d'œil.
3 jours après cet incident, le mercredi 12 novembre, la grue LR 1300, qui a servi à assembler les grues à tour du Gigabay, a été aperçue en train de quitter le site de production. Pendant ce temps-là, le travail continue pour assembler le Mikado géant de poutres d'acier qui abritera un jour pas moins de 24 ateliers d'assemblage. Sur cet avant-après, on peut voir la progression du bâtiment en seulement 5 jours. Ce méli-mélo de poutres d'acier couvre progressivement la vue de la chaîne d'assemblage du Starship, c'est bien malheureux, et le fameux Rocket Garden, cette zone de stockage située sur le site de Sanchez. En parlant du fameux Rocket Garden, dans la nuit du 10 au 11 novembre dernier, SpaceX a retiré la protection qui recouvrait le haut du booster 17, stocké sur le site de Sanchez depuis la fin de ses tests cryogéniques. 6 mois et 28 jours après son rapatriement depuis le centre de Massey, le B-17 a été déplacé sur le Rocket Garden, probablement pour préparer son démantèlement. En voyant le B-17 bouger, on a d'ailleurs pensé que le booster prendrait la direction du Megamay numéro 1 pour y être démonté, mais visiblement le bâtiment d'assemblage vertical est encombré et SpaceX a choisi de commencer la découpe du prototype sur place en extérieur. Le 13 novembre dernier, c'est le début de la fin pour le B-17. Après avoir effectué 2 tests à l'azote les 8 et 9 avril dernier, le dernier Super Heavy Block 2 n'aura donc jamais reçu ses moteurs. Devenu obsolète, SpaceX s'en débarrasse logiquement. 4 sections des ailettes du prototype ont été découpées et SpaceX a ensuite commencé à retirer un à un les COPV et les réservoirs de CO2 du prototype 2 jours plus tard. Alors pour rappel, les COPV, ces bonbonnes de gaz comprimées, servaient au démarrage des moteurs du booster et les réservoirs de CO2 servaient quant à eux à alimenter le système anti-incendie intégré à la jupe de la dernière version du premier étage du Starship. Bon, je pense que vous en avez l'habitude, les équipes de SpaceX ne chôment pas pendant que je prépare ces épisodes, vous le savez. Et je vous propose donc de terminer cette vidéo en beauté avec quelques nouvelles de dernière minute que j'ai sélectionnées pour vous pendant que je montais cette vidéo. Donc dans cette dernière partie, j'ai sélectionné 4 actus récentes, marquantes, importantes en tout cas à mes yeux. Tout d'abord, on parlera du booster 17, ensuite du booster 18, donc le tout premier Super Heavy Block 3. On passera en revue quelques petites nouvelles sur le site de Massey et puis je vous propose de commencer sans plus tarder par les travaux du pad numéro 1 qui, sans surprise, avancent très très vite. Voilà, comme vous pouvez le voir sur ces images du site de lancement, comme prévu, au moment de boucler ce montage, il ne reste plus grand chose de notre bon vieil OLP. Hier soir, le 5e et avant-dernier pied de la table de lancement a été abattu par SpaceX sans qu'il n'a décidément aucune pitié pour ces pauvres piliers. Un petit peu plus haut sur la tour Mechadzilla comme on s'y attendait. Sachez aussi que les ouvriers ont déjà découpé le bras de la tour sur lequel le rail d'atterrissage avait été retiré. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le bras gauche de la tour. Dans la nuit de mercredi à jeudi, après avoir fait de la place dans le Megamay numéro 1, on en reparlera un petit peu plus tard, le booster 17 a pu rejoindre le bâtiment d'assemblage vertical pour être découpé dès le lendemain. Jeudi 20 novembre, donc c'était dans la matinée, le réservoir d'oxygène du booster obsolète a été sorti pour permettre aux équipes de SpaceX de continuer à découper le réservoir inférieur du prototype, donc celui de méthane. Non, c'est l'inverse. J'ai rien compris, recommencer. Ils ont sorti le réservoir inférieur et ils ont découpé le réservoir supérieur. J'ai toujours rien compris. Les premières sections d'inox du réservoir de méthane sont d'ailleurs déjà sorties du Megabay numéro 1 et je vois sur les réseaux que, a priori, il y a déjà plus de réservoir de méthane. Donc le réservoir d'oxygène va pas tarder à rentrer à son tour dans le Megabay numéro 1 pour être découpé. Entre-temps, dans le Megabay numéro 2, SpaceX a transféré le simulateur de poussée normalement dédié au ship, le second étage du Starship. Quelques heures plus tard, le réservoir test 39.1 y a été installé. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, il a été construit pour valider l'architecture du Starship V3, le cobaye, qui devrait d'ailleurs prochainement rejoindre le booster 18 sur le site de Massey.
Et oui, c'est l'actu marquante du moment, évidemment, je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux. Le tout premier Super Heavy Block 3 vient déjà de faire sa sortie d'usine. J'ai beau suivre ce projet depuis plus de 4 ans avec vous, je vous avoue que je ne m'attendais pas à voir SpaceX progresser aussi rapidement vers le vol test numéro 12. Enfin bon, on va pas s'en plaindre. Mercredi 19 novembre, donc tout a commencé avec le transfert du simulateur de poussée conçu spécialement pour tester le Super Heavy V3. Ce simulateur de poussée a été transféré dans le Megabay numéro 1. « 24 heures plus tard, jeudi en fin de journée, les portes du Megabay 1 se sont donc ouvertes pour laisser apparaître le B18 et son fameux dôme avant qui intègre maintenant la structure dédiée au hot staging. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le premier étage a pris la route pour quitter le site de production et rejoindre le site de Massey. Pendant son transfert et grâce à ses superbes photos de Starship Gazer, que je remercie encore pour son soutien, on a pu observer pour la toute première fois les détails de la section de poussée du B18, qui sera donc bientôt équipé de 33 Raptor V3 qu'on n'a malheureusement pas encore aperçu à la Starbase. On peut voir ici les deux panneaux de ravitaillement qui serviront à approvisionner le premier étage en oxygène et en méthane liquide. Donc c'est tout nouveau. Sur le booster bloc 2, il n'y avait qu'un seul panneau de ravitaillement pour les deux types d'ergols. Le Super Heavy V3 présente donc un tout nouveau système d'alimentation en ergol, je viens de le dire, que SpaceX va probablement tester méticuleusement avant d'utiliser le booster pour valider les installations sol du pad tier numéro 2 qui est donc sur le point d'être terminé. En attendant, l'entreprise d'Elon Musk a fêté la sortie du booster 18 en partageant sur X plusieurs photos du prototype, d'une dentelle assez sympathique qui met en avant le dôme avant renforcé pour permettre la fameuse séparation à chaud avec le chip 39. En parlant du chip 39, il devrait lui aussi prochainement faire sa sortie d'usine pour effectuer ses premiers tests cryogéniques sur le centre de Massey, dont les travaux de reconstruction semblent enfin toucher à leur fin après l'explosion du chip 36, vous vous en souvenez, c'était en juin dernier. Le banc d'essai moteur dédié au chip a repris des couleurs, comme vous pouvez le voir, et puis SpaceX a construit tout un tas de murs et de bunkers pour protéger les installations les plus vitales du centre de test. Voilà, de quoi éviter un nouveau contretemps en cas d'explosion d'un prototype sur le banc d'essai. Bref, vous l'aurez compris, un nouveau chapitre s'ouvre ici à la Starbase et les prochaines semaines s'annoncent riches en tests et en actualités. Alors pour ne rien manquer de la suite, pensez à vous abonner si vous abonner et à activer les notifications pour que j'amasse un max de Non, on va peut-être pas mettre ça. Passez un excellent week-end, comme ça j'ai l'air sympathique. Prenez bien soin de vous. Ciao. Voilà, ça c'est fait. Hop, on range tout ça et je vais enfin pouvoir aller me mettre au lit. Oh shit. Here we go again. D'un jour sans fin. Je ne fais que revivre le même jour encore et encore. Et oui les amis, vous l'aurez vu, peut-être à mon short ou bien tout simplement à la miniature et au titre de cette vidéo, le booster 18 vient tout simplement d'exploser il y a quelques heures. Alors comme vous l'avez compris avec mon petit montage, ça fait longtemps que je prépare cette vidéo et que j'essaye de la boucler. Donc voilà, j'étais sur le point de terminer le montage, mais évidemment une info comme celle-ci, je pouvais pas juste terminer l'épisode sur waouh, le B18 est sorti, il est tout beau, il est tout propre, vu qu'il vient tout simplement d'exploser donc sur le banc d'essai du site de Massey. Alors je vais essayer de couvrir un petit peu les dernières actus, je vais en profiter de cette énième rallonge à cet épisode. Donc sachez que le pad tier, le OLP vient d'être complètement rasé puisque le dernier pilier vient d'être mis à terre par les pelleteuses de SpaceX.
En ce moment, au moment où j'enregistre ce petit script improvisé, les drones de SpaceX sont encore sur le terrain à inspecter les restes du B-18, qui tient visiblement toujours grâce à son downcomer, donc la descente de méthane qui est énorme et super renforcée. Donc voilà, le réservoir d'oxygène a complètement explosé, a été totalement éventré. Évidemment, juste après l'explosion, tous les photographes de la Starbase se sont précipités à terre, dans les airs et probablement aussi en bateau pour photographier ce qui reste du B-18 et puis inspecter les dégâts. Alors bon, le point positif, c'est qu'on va sûrement en apprendre énormément sur la structure interne du booster qu'on peut pas observer en temps normal, mais là, vu que la moitié du booster est à l'air libre, ce sera bien pratique pour la communauté pour comprendre comment fonctionne le bazar. Bref, est-ce que c'est un coup dur ou non? J'ai envie de dire oui, puisque ce booster n'a quand même pas fait grand chose, hein. Je suis un grand partisan de l'optimisme, mais aussi de la nuance, donc c'est quand même un coup dur. Imaginez, vous travaillez des milliers d'heures pour sortir d'usine ce prototype sort à peine 24 heures, vous le mettez sous pression, donc je précise que c'était pas de l'azote liquide, hein, c'était juste de l'air apparemment, donc c'est vraiment la toute première étape de la campagne de test. Et donc il y a eu un incident, alors on ne sait pas, ça parle sur les réseaux d'une nouvelle explosion d'un COPV, donc c'est bonbonne de gaz comprimée qui avait mis fin au règne du Ship 36 juste avant son vol malheureusement. Donc voilà, ça parle de ça, possiblement l'explosion d'un COPV, mais très franchement, on n'en sait rien du tout pour le moment. Même si j'ai lu des commentaires de personnes qui sont d'habitude très fiables, soit parce qu'elles ont des sources en interne, soit parce qu'elles sont tout simplement c'est des experts du projet. Donc même en voyant quelques images, en analysant quelques vidéos aussi pixelisées qu'elles soient, ils arrivent à déduire que c'est telle ou telle partie de la fusée qui a posé problème. Mais voilà, très franchement, je préfère ne pas me lancer dans des théories un petit peu fumeuses, si c'est pour dire que voilà, tout le contraire dans le prochain épisode. En tout cas, SpaceX a publié quelque chose sur X. Voilà, j'ai juste mis en pause l'enregistrement le temps de retrouver le post. Donc ils ont expliqué que le B-18 a souffert d'une anomalie pendant un test de pressurisation à l'air ambiant. Et ça devait en fait précéder donc ce qu'ils appellent le structural proof testing, donc la mise à preuve structurelle. Donc il précise qu'il n'y avait pas évidemment d'ergol dans le véhicule, pas de moteur qui était installé, et puis en gros ils nous disent voilà, tout le monde est... Pour le moment, on est concentré sur la mise en sécurité du site, il n'y a pas eu de blessés, c'est ce qui compte, et voilà, en gros ils ne savent pas encore ce qui se passe. Et puis, comme je vous le disais, ce booster, il est quand même en équilibre assez précaire pour le moment, puisqu'il est vraiment complètement éventré, et on sait qu'il y a un risque qui s'effondre sur lui-même. Donc la situation est assez risquée. Ce qui risque de se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, c'est si le booster ne tombe pas au sol de lui-même, SpaceX pourrait amener une grue au site de Massey pour la rattacher donc au dôme avant du booster et puis tout simplement le découper au niveau du dôme commun, donc en gros à la mi-hauteur du booster, pour pouvoir justement éliminer ce risque d'effondrement sur les ouvriers. Puis après, il pourrait peut-être rapatrier le réservoir d'oxygène, donc la base du booster sur le site de production. Et puis mettre tout ça à la casse. Voilà, notre bon vieux B-18 va rejoindre d'un seul coup le B-17 qui se fait découper dans le méga B1. Évidemment, c'est très important de comprendre ce qui a causé cette anomalie, donc il y aura forcément une leçon qui sera apprise par les équipes, mais comme je vous le disais, imaginez, vous avez passé des milliers d'heures sur ce prototype qui devait notamment servir à valider donc la structure du booster en lui-même, le booster V3, mais aussi qui devait servir à tester et valider les installations du pas de tir numéro 2. Donc voilà, tout ça forcément, vous imaginez bien que ça va pas se faire la semaine prochaine, hein. Il va falloir construire un nouveau booster, donc le B-19 a priori, parce que cette fois-ci, ils vont pas pouvoir le réparer comme ils l'ont fait par exemple avec le B7, il me semble que c'était le B7 où il y avait une rupture de la descente de méthane qui avait causé des dommages et ils avaient réussi à réparer le prototype de l'intérieur, c'était assez extraordinaire quand ils avaient fait ça. Donc là, a priori, c'est game over pour notre bon vieux B-18 et donc il va falloir tout reprendre à zéro. Whoa! Whoa! For SpaceX, yet another spectacular setback. This one caught on camera. Alors, cela dit, pourquoi c'est pas si pire ? Je mets un petit peu de nuance, évidemment. J'essaye toujours d'apporter un petit peu de nuance dans mes propos. Et c'est SpaceX, hein, donc on connaît leur cycle de développement, on connaît leur méthode. C'est comme ça qu'ils apprennent, c'est comme ça qu'ils développent leur prototype et le Starship.
C'est bien d'insister sur ce mot de prototype parce que le Starship n'est toujours pas un lanceur abouti, il est toujours en cours de développement. Contrairement par exemple à Blue Origin qui, on l'a vu récemment, dès leur deuxième vol arrive à faire des choses assez fantastiques, mais c'est tout simplement qu'ils ont une méthode de développement très différente. Je vais pas rentrer dans le discours, dans la petite guéguerre Blue Origin ou SpaceX. Très sincèrement, moi, ce qui compte, c'est que la science avance, que tout ça se fasse pour le bien de l'humanité. Et voilà, si Blue Origin arrive à poser un atterrisseur sur la Lune avant SpaceX, je dis bravo, et c'est très bien pour moi, au plus vite le mieux. Et puis bon, si ça pouvait aussi impliquer l'Europe, mais ça c'est un autre discours, ça serait encore mieux. Mais bon, voilà, au moins on a de belles choses à observer ensemble. Bref, je m'éloigne un petit peu du sujet. Pour le moment, j'ai pas l'impression que Elon Musk se soit exprimé sur le sujet. On verra bien, on aura certainement des informations. Leur communication est relativement transparente, donc on aura sûrement des informations plus précises sur la cause de l'incident. Et comme je vous disais, je choisis donc de ne pas me lancer dans des théories fumeuses pour éviter de vous dire n'importe quoi tout simplement. Vous savez déjà, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, je suis pas un expert, je fais de la synthèse d'informations. Donc voilà, comme j'ai pas l'info, j'attends tout simplement. Alors qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Bon, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, le dernier pied de l'OLP vient d'être détruit, que SpaceX va pouvoir se concentrer sur la reconfiguration du pas de tir numéro 1. Il y a aussi les travaux qui doivent se terminer lentement mais sûrement sur le pas de tir numéro 2. Je viens de voir qu'ils ont retiré un capot sur un des bras cryogéniques du nouveau pas de tir. Donc voilà, il y a certainement encore des choses à fignoler et à bricoler. Et puis on va attendre avec impatience les débuts du Ship 39. Là vraiment je croise les doigts pour que ça se passe bien pour le Ship V3, donc le second étage du Starship V3, qui vient tout juste d'être assemblé comme on l'a vu dans cet épisode et qui donc devrait suivre très prochainement, j'espère, emboîter le pas au B18 pour commencer ses tests cryogéniques de pressurisation sur le site de Massey. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire, hein, on est des observateurs, il faut juste leur souhaiter bon courage et bonne chance. Et puis on croise les doigts pour que la campagne de test du second étage se passe le mieux possible, en tout cas qu'on apprenne le plus de choses possible sans perdre les prototypes. Voilà, parce que je sais qu'on est tous très très impatients. Alors je vois sur mon logiciel que j'ai fait... Wow! Je parle trop, beaucoup trop. C'est l'inconvénient de ne pas suivre de script, c'est que je suis beaucoup moins concis, mais je sais que ce format aussi vous plaît, donc voilà. Et puis voilà, comme je vous disais, il faut rester positif, garder un petit avis nuancé. L'essentiel, c'est que SpaceX continue d'avancer, et puis encore une fois, personne n'arrêtera SpaceX, hein, ils vont pas s'arrêter. Peut-être qu'il y aura encore 10 explosions de boosters dans l'année, on ne sait pas, mais ils feront pas marche arrière. Donc voilà, il faut être patient et puis profiter des belles images. On a toujours la chance de pouvoir observer ce programme de près, depuis les airs, depuis le sol, grâce à tous les photographes d'ailleurs que je remercie. Je remercie aussi tous les abonnés de la chaîne qui m'aident à soutenir ces photographes, qui me fournissent une grande partie des photos que je vous partage. Donc merci à vous, merci à eux, et puis pensez aussi à rejoindre le serveur Discord si c'est pas déjà fait. Ça permet de suivre les actus 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, grâce à la superbe communauté et aux superbes modos du serveur Discord que j'embrasse bien fort. Ils font un super taf, je ne vous oublie pas. Allez, c'est tout pour moi, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.